J'espère que vous allez très bien. Voilà, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, est-ce que vous me recevez? 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 Si oui, alors faites-moi signe. On va commencer. Est-ce que le son est bon? Le son. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, faites-moi signe. On va démarrer. Faites-moi signe, on va démarrer. Si le son est bon, est-ce que vous m'attendez très bien? Est-ce que le son est bon? Si oui, faites-moi signe, on va démarrer. L'incontournable. L'incontournable. On va dire quelque chose de très important. Est-ce que vous me recevez? Si oui, faites-moi signe. Faites-moi signe. Ok, il dit le son est bon, donc ça va alors. Donc le son a été réglé. Parce que j'ai remarqué dans les commentaires, d'autres disaient bel et bien que voilà, ils ne me recevaient pas, le son n'était pas, donc voilà, j'ai essayé de régler. Donc voilà pourquoi je vous demande. Alors, donc nous allons passer aux choses sérieuses, c'est très important. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 inflins droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Nous allons parler de l'affaire ukrainienne et en ce qui concerne à peu près la situation géopolitique du monde et ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne suis pas un devin, mais nous allons essayer ensemble de projeter nos visions, projeter nos analyses dans un futur très lointain. Et on va voir qui va gagner, qui va perdre. Alors, en Ukraine, des gens se posent des questions. Pourquoi la Russie utilise des missiles hypersoniques appelés poignards en russe ou Kinjal? Ils se demandent pourquoi, à cause de l'Ukraine, la Russie utilise de tels armements. Et que ce sont normalement des armes qui sont destinées à frapper des porte-avions pour les faire écouler. Mais le poignard a été créé et conçu pour frapper tout navire américain sur nous, c'est-à-dire les navires occidentaux. Et ces armes, il n'y a pas encore de moyens pour les intercepter, parce que les radars sont incapables de les détecter pendant leur arrivée. C'est quand ils frappent 20 secondes plus tard que les radars détectent qu'il y a eu des missiles qui sont passés. Et donc, il y a des gens qui disent que non, ils sont là pour concevoir des armes laser pour les détruire. Mais avant de les détruire, il faudrait que les radars les repèrent. Le laser ne peut pas aller détruire un missile dont le radar n'a pas détecté. Parce que pour le détecter, pour que le laser puisse détecter ce missile, il faudrait que le radar soit à mesure de le détecter. Le problème des radars occidentaux, c'est qu'ils sont incapables de détecter les missiles hypersoniques. Voilà. Les gens demandent comment ils savent bel et bien que non, il y a eu 6 missiles hypersoniques qui ont été utilisés. Ils le savent parce que lors de leur décollage, c'est-à-dire les avions qui les ont lancés, oui, les radars occidentaux, les radars de l'OTAN ont pu identifier ces avions, ont pu les localiser lorsque ces avions décollaient de leur base. Donc voilà pourquoi ils ont su que les armes que portaient ces avions étaient des armes hypersoniques. Ce sont eux qui ont transmis les informations à Kiev. Ils ont utilisé tel missile, tel armement, parce que, et puis eux aussi, ils ont des renseignements au sein de l'armée russe. Donc, ils leur ont fait comprendre que oui, ils ont lancé 6 missiles hypersoniques. Mais ce n'est pas là que je voulais en venir. Les Russes utilisent les missiles hypersoniques non seulement pour tester
fiabilité de ces missiles sur un terrain de guerre, sur un champ de guerre réel. Est-ce que vous comprenez? Pour voir si est-ce que le missile est prometteur et voir la précision en question du missile. Parce que tu peux fabriquer quelque chose, elle est rapide, mais tu ne peux pas mettre ça dans ton salon ou bien mettre ça dans un endroit, dans un entrepôt, sans utiliser ça pour voir si réellement cette chose est fiable sur le terrain. Donc c'est une opportunité pour les Russes de tester les nouvelles armes, pas les armes balistiques. Parce qu'en testant ce missile hypersonique Kinjal, ça peut leur permettre de redresser les autres missiles du même genre ou bien de la même catégorie. Donc les Russes voulaient savoir si le missile en question était précis. Non seulement il va très vite, est-ce que le missile sera intercepté par les systèmes de défense occidentaux, puisque l'Ukraine est remplie de différents systèmes occidentaux. Donc c'est une manière aussi de tester les systèmes de défense de l'Occident pour voir est-ce que ce sont des systèmes qui sont réellement avancés, capables d'intercepter les nouvelles armes russes. Si c'était le cas, ça allait pousser encore les Russes à réfléchir à créer d'autres missiles plus rapides que le Kinjal pour empêcher les Occidentaux d'intercepter leurs missiles. Et donc, ils ont tenté le système de défense de l'Occident. Ils ont conclu que le système de défense, ou bien les systèmes de défense de l'Occident ne pouvaient pas intercepter non seulement leurs missiles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'était pour voir est-ce que le missile allait être précis. Parce qu'il ne suffit pas de lancer un missile, mais il faudrait que le missile frappe là où tu l'as envoyé. Il faudrait, parce que d'autres disaient en Occident ici, ils disaient que quand le missile est trop rapide, il ne peut pas être précis. Donc c'était une manière pour les Russes de vérifier la précision du missile. Ça a été concluant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont visé à Kiev? À Kiev, c'était un centre de commandement de l'OTAN, enfoui sous terre. C'est-à-dire leur centre était dans un bunker à Kiev. Donc ils ont protégé ce centre contre les missiles calibre, contre les autres missiles. Parce que pour atteindre le bunker, il faut des missiles précis pour frapper ce bunker. Et autour du bunker, puisque ce sont des généraux de l'OTAN qui y étaient, il y a le système de défense aérien, ou bien les systèmes de défense aériens de l'Occident. Donc, qui protégeait ce site très très stratégique. Ça faisait que quand les Russes lançaient les autres missiles calibre, ces systèmes abattaient ces missiles calibre pour protéger cet endroit bien précis. Parce que les généraux occidentaux y étaient. Donc en temps réel, ils pilotaient les opérations sur le terrain. Et c'est dans ce centre de commandement que l'ordre a été donné aux saboteurs, aux voyous ukrainiens qui ont pénétré au sein de la Fédération de Russie pour mener des actes barbares. Et donc les Russes ayant eu les informations qu'il y a des généraux de l'OTAN qui ont été impliqués dans le sabotage au sein de la Russie par un groupe idéologique ukrainien, et que ce sont ces généraux, depuis ce centre de commandement, ils ont piloté les choses. C'est eux qui ont communiqué avec ces voyous pour leur indiquer où ils devraient passer pour éviter de se faire repérer par la Russie. Alors, la Russie était au courant, parce que la Russie connaît les centres de décision, les centres de commandement des pays membres de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Mais elle ne les frappe pas souvent, elle les écarte, elle les épargne. Est-ce que vous comprenez? Mais cette fois-ci, ce centre qui a été frappé la fois passée par le missile Kinjal, c'est que ceux qui étaient dans ce centre, ils étaient impliqués dans le sabotage
ou bien dans l'incursion des voyous ukrainiens qui sont allés sur le territoire russe pour commettre des attentats. Et donc les Russes, ils savaient bel et bien que le centre de commandement était protégé et que ceux qui étaient là-bas, les généraux qui étaient là-bas, ils appartenaient à l'OTAN. Il y a plusieurs Américains, tous les pays de l'OTAN, les Anglais, les Américains, et beaucoup étaient dans ce centre de commandement. Et c'est de là que beaucoup de choses sont pilotées sur le territoire ukrainien. Alors comme ce centre de commandement n'est pas dans un bâtiment, mais sous terre, sous le bâtiment, il y a un sous-sol. Et que c'est là-bas, ils sont dans un bunker. Et pour les toucher, il faut un missile spécial qui va pénétrer le bunker pour aller les visiter. Alors, le missile idéal, spécial pour visiter le bunker, c'est le Kinjal. C'est un missile qui pèse trop lourd. Oui, ça pèse beaucoup. C'est un missile qui pèse beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ça fait entre 1 et 2 tonnes. Donc, vous comprenez la pesanteur du missile. 1 à 2 tonnes. Donc, ça pèse, c'est lourd. Vous connaissez 1 tonne. Donc, c'est un missile qui est très lourd. Avec une charge explosive énorme. Et qui va très vite, à 2000 km/h. Non, à 10 000 km/h d'une portée de 2000 km. Est-ce que vous comprenez? Un missile qui va très vite, à 10 000 km/h. Ça veut dire 5 fois à 10 fois la vitesse du son, qui pèse 1 à 2 tonnes, avec une charge explosive énorme. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les Russes ont su que ce bunker-là, pour visiter les généraux de l'OTAN qui avaient commandité l'attaque sur le territoire russe, il fallait un missile spécial. Alors les Russes ont utilisé le Kinjal pour frapper ce centre de commandement. Le missile a pénétré dans le sous-sol pour les visiter. Les Américains même, on parlait de ça. Les chaînes américaines, on parle de ça, qu'il y a eu beaucoup de morts parmi les généraux de l'OTAN et beaucoup de blessés. Donc apparemment le missile a atteint sa cible. Ils pensaient qu'ils étaient sous terre. Mais non, ce ne sont pas les Américains seuls qui ont ces genres d'armes capables de visiter les bunkers. Les Russes aussi ont ça. Ils ont ces genres d'armes pour visiter les bunkers. Et donc le Kinjal est allé les visiter là-bas. Et les autres Kinjal, c'était aussi pour frapper les centres de décision stratégiques sur le territoire ukrainien. Ce n'était pas pour bombarder les trucs énergétiques. Non. C'est maintenant que j'ai eu des informations parce qu'ils ont plusieurs centres de décision. Donc la Russie avait décidé de frapper 6 centres de décision. Et elle voulait que ces missiles atteignent réellement les cibles. Elle ne voulait pas rater ces cibles. Donc elle n'a pas voulu utiliser un autre missile, à part le Kinjal. Mais il y a eu d'autres missiles qui ont été utilisés pour frapper d'autres points stratégiques. Mais les centres de décision qui étaient sous la terre, là, il fallait des missiles spéciaux. Parce qu'ils pouvaient utiliser le calibre. Mais le calibre va frapper, ça ne va pas atteindre le sous-sol. C'est-à-dire que ça va faire des dégâts sur la surface. Donc les calibres, ce sont des missiles qui sont conçus pour frapper des bases militaires qui ne sont pas sous la terre. Est-ce que vous comprenez? Ou bien frapper des immeubles, frapper des bases militaires, ceci, cela. Mais lorsque on parle de bunkers, il faut des missiles capables de rentrer dans la terre, pénétrer le sol pour aller exploser dans le sol. Et ça, il faut un missile qui pèse beaucoup, qui est très lourd, qui a une vraie charge explosive. Et donc les Russes ont visé 6 centres de commandement de l'OTAN situés sur le territoire ukrainien pour frapper. Ce qui a fait que hier, il y a eu un bombardier B-52 américain qui allait faire une simulation d'attaque sur la ville russe de Saint-Pétersbourg en faisant un truc pour simuler une attaque. Mais bon, ils ont compris qu'ils n'allaient pas. Ils étaient fâchés, donc ils montraient les muscles. Mais c'est ballot.
ils pouvaient rien faire. Ils ont fait juste pour montrer leurs muscles. Ils ne sont pas contents des actions de la Russie vis-à-vis de leur centre de commandement. Mais ce sont des actions qui ont déjà eu lieu. C'est une manière de leur faire comprendre aux Américains, aux Occidentaux, pour dire, nous savons où se trouvent vos différents centres de commandement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'informations, nous avons bel et bien des informations sur l'emplacement de ces différents centres. Mais si on ne les frappe pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de les toucher pour le moment. Maintenant, si vous pensez que c'est une faiblesse, et que depuis vos centres de trucs de commandement, vous pilotez des groupes de saboteurs, des groupes voyous, pour aller faire des trucs, des attentats sur le territoire russe, alors la prochaine fois, on va s'apprendre à vous. Donc, ils ont frappé pour leur faire comprendre que la prochaine fois qu'ils donneront des ordres aux Ukrainiens pour faire n'importe quoi, alors eux aussi, là où ils sont cachés là, ils seront aussi frappés dans leur truc. Donc, voici d'abord la première chose que vous devez savoir sur l'utilisation des missiles Kijal. Tester leur fiabilité, leur vitesse et aussi frapper certains endroits stratégiques où n'importe quel missile ne peut pas être lancé parce que c'est très profond, eux ils sont cachés là-bas. Donc il faut des missiles spéciaux pour frapper là-bas, au sous-sol. Donc voici un peu. Alors, cette guerre qui se passe en Ukraine, d'autres disent que l'Amérique profite. Oui, l'Amérique profite. Sur le coup terme, je dis bien sur le coup terme, elle va profiter. Parce que sur le coup terme, pourquoi? Parce que pendant que les événements se passent, les Américains, ils vont profiter. Ils vont profiter pour désarmer l'Occident. Je dis bien désarmer tous les pays occidentaux. Ils vont les désarmer comment? Ils ne vont pas dire, oh, on vient nous, Américains, on envoie notre armée, on vous arrache. Non, 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 non. Ils vont désarmer les Occidentaux. Pourquoi? Non seulement l'industrie de l'armement occidental ne peut plus suivre la cadence, puisque il n'y a plus d'énergie bon marché. C'était l'énergie bon marché de la Russie qui permettait à l'Occident de se développer et qui a permis d'ailleurs à l'Occident de se développer parce que l'Occident pouvait prendre du gaz, du pétrole et toutes sortes d'énergie en Russie ainsi que l'uranium pour alimenter les centrales nucléaires, alimenter les gaz et trucs, tout ce que vous pouvez savoir. Et ça leur permettait de produire beaucoup dans les usines de production et tout à bas coût, c'est-à-dire ils gagnaient l'énergie à bas prix et ils pouvaient produire et compétir à travers le monde. Donc non seulement ils pouvaient se développer, mais revendre et gagner beaucoup d'argent. Donc cela leur permettait d'avoir une armée. Mais de nos jours, tout est devenu cher. De nos jours, tout est devenu cher. Le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui là, l'énergie est devenue très coûteuse. Le pétrole, le gaz. Donc les entreprises ne peuvent pas produire n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Et l'inflation galope, ça monte à une vitesse exponentielle. Donc du coup, les entreprises qui veulent travailler reçoivent des factures énormes. Donc, lui qui veut fabriquer des chars, il est obligé d'utiliser beaucoup d'énergie. Mais la fin du mois, ce qu'il a produit et ce qu'il va recevoir comme facture, quand il compare les deux, il préfère fermer son entreprise que de faire des pertes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va produire peu. Parce qu'il va se dire, ah, si je produis beaucoup, je vais payer beaucoup. Et s'il produit beaucoup, et qu'il reçoit une facture très élevée, mais comment il va vendre ses marchandises pour retirer son argent et gagner du bénéfice? C'est ça le problème. Donc, du coup, il ne peut plus suivre la cadence, puisque l'énergie est devenue coûteuse. Donc, d'autres sociétés, en ce moment où je vous parle, délocalisent de l'Occident vers d'autres endroits. D'autres vont en Chine, d'autres vont au Moyen-Orient, par exemple en Inde, en Turquie, d'autres vont aux États-Unis, et d'autres fuient même pour aller au Maroc, et en Afrique. Puisque tout est devenu cher ici.
Maintenant, ceux qui ne peuvent pas déménager et tout, ils ferment leurs boutiques ou bien leurs entreprises à cause de l'inflation. Alors, maintenant, le peu d'armes qui leur reste, les Américains les poussent, leur demandent de donner ça aux Ukrainiens pour se défendre, car il s'agit là de la défense de la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Donc, non seulement leurs entreprises, leurs usines ne peuvent pas produire des armes à une valeur sûre, mais le peu qu'ils ont déjà là, les Américains leur demandent de vendre ça, de donner ça à l'Ukraine plutôt. Donc, eux-mêmes, ils sont là, ils se désarment sans le savoir. Donc, tout ce qu'ils ont, ils donnent aux Ukrainiens, dans le seul but de terrasser la Russie sur le champ de la bataille, dans le seul but de vaincre la Russie militairement parlant. Donc, non seulement ils sont là se dépouiller, ils sont là se désarmer, mais ils n'atteignent pas leurs objectifs militaires sur le territoire ukrainien, sur le champ de la bataille. Et donc, du coup, à un moment donné, ils n'auront plus d'armes. Et comme ils sont dans une volonté de vouloir terrasser la Russie, c'est un groupe de pays qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne sera dans l'obligation de cotiser de l'argent, de mettre de l'argent de côté et demander l'aide américaine. Demander l'aide américaine en quoi faisant? En passant une grande commande auprès de l'industrie de l'armement américain pour acheter des armes et envoyer ça en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'énergie, bon marché, ça y est, aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire les Américains, eux, ils produisent du pétrole, ils produisent du gaz. Eux, ils ont fait de telle sorte que ça soit moins cher là-bas en fait. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, là, l'énergie est moins coûteuse aux États-Unis qu'en Europe maintenant. Or, auparavant, en Europe, c'était moins coûteux qu'aux États-Unis. Mais c'est l'inverse. En Amérique, les Américains, ils payent maintenant moins cher. Et c'est ici en Europe, la facture, quand ça vient, tu as envie même de tomber dans un coma. Tellement ça te donne vertige. Donc, du coup, les entreprises d'armement américaines peuvent travailler 24 heures sur 24 heures. Travailler beaucoup. Et donc, les Européens, après avoir fini de se désarmer, ils vont dire non, on ne peut pas, parce que le monde entier les regarde. Ils vont dire non, nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander aux États-Unis d'Amérique de fournir des armes à l'Ukraine, mais c'est l'Europe qui va payer. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne sera pas officiel. Ça sera officieux. Donc, ça sera un accord officieux qu'ils vont trouver. Et donc, l'Amérique va dire, bon, nous fournissons des armes à l'Ukraine, sans passer maintenant par l'UE. Mais en réalité, ces armes que les Américains vont fournir aux Ukrainiens, c'est l'Europe qui va donner la facture, qui va régler la facture aux Américains. Donc, non seulement l'Amérique gagne dans cette histoire de guerre, elle profite. Maintenant, les Européens, ils voient que leurs industries de l'armement ne peuvent pas suivre la cadence. Donc, suite à cette histoire de guerre, quand ça va prendre fin, ils seront obligés de se réarmer. Puisqu'ils ne peuvent pas rester comme ça. Alors, ils vont maintenant demander aux Américains, chaque pays européen va maintenant passer des commandes d'armement auprès des États-Unis d'Amérique. Donc, imaginons, ils sont 27 pays. Eux tous, ils se sont désarmés. D'autres vont acheter des chars, d'autres vont acheter des avions, des obus, tout ce que vous pouvez imaginer, des hélicoptères. Donc, l'Amérique va se faire des milliers de dollars. Des milliers de dollars, ou bien des milliards de dollars sur le dos des pays européens. Est-ce que vous comprenez? C'est eux maintenant qui vont armer l'Europe. C'est eux maintenant qui vont fournir les armes à l'Europe. Puisque les armes européennes, ils ont donné aux Ukrainiens. Non, ils sont désarmés. Ils vont dire, oh, par la paix de Moscou, par la paix de temps, on va acheter les Américains vont maintenant remplir ces conditions. Et donc, ils vont gagner beaucoup d'argent. En retour, c'est l'Europe qui perd dans tout ça. Parce que, l'énergie bon marché que l'Europe gagnait,
Et puis, elle était compétitive sur le plan global, qui permettait à l'euro d'avoir sa place parmi les meilleures monnaies du monde. Cette énergie bon marché prend fin. Et les Américains, lorsqu'ils fournissent de l'énergie à l'Europe, ils ne font pas ça à un petit prix. Hein. Non, 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 ils font ça très cher. Pourtant, c'est eux qui ont encouragé les Européens de couper les liens avec la Russie en matière d'énergie. Mais eux, quand ils revendent maintenant leur énergie, leur gaz, leur pétrole aux Européens, ils ne disent pas que bon, c'est nous qui vous avons truc, hein, c'est nous qui avons poussé les Européens et ceci, cela. Donc, bon, on peut vous vendre ça à un bas prix. Même on va faire descendre le prix, hein, que la Russie même vous vendait un truc, son énergie. Non, 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 eux, ils font ça 3 fois plus cher que ce que la Russie faisait. Donc, du coup, le rapport se trouve entre le bateau et l'enclume. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne peut plus revenir en arrière. Puisqu'ils ont trop tapé la poitrine, donc ils ne peuvent plus revenir en arrière pour dire, ah, les Russes, on veut... Non, les Russes, eux aussi, ils ont confiance aux Européens. Puisque les 2 gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ont été saccagés, ont été détruits. Et ils ont demandé aux Européens, ah, on veut s'associer pour faire les enquêtes. Les Européens ont dit non, on ne veut pas. Et depuis là, ils ne disent pas qui a fait ça. Mais ils connaissent la réponse, ils savent qui a fait le sabotage, mais ils ne veulent pas parler. Donc, ce qui va pousser les Russes aussi, demain les Européens veulent faire du business avec les Russes, ils vont dire non, vous n'êtes pas fiables. On ne peut plus dépenser de l'argent pour encore faire passer des tuyaux sous la mer et vous alimenter en gaz. Demain, quand il y a problème, vous allez faire sauter ça. Et tout. Nous ne pouvons plus le faire. Si vous voulez du gaz ou du pétrole, vous allez payer ça au même prix que ce que les gens vendent sur le marché global. On ne peut plus vous faire du favoritisme parce qu'on vous a fait ça pendant longtemps. Aujourd'hui, on a vu comment vous nous avez traité. En Ukraine, vous avez soutenu les Ukrainiens, hein, donné des armes pour tuer des Russes. Et donc, en retour, nous, on ne peut pas vous faire grâce. Vous voulez du pétrole, vous voulez du gaz, payez ça au même prix que sur le marché mondial. Donc, du coup, ça va être un peu moins cher par rapport au prix américain. Mais ça ne sera plus, hein, le gaz ou le pétrole bon marché qu'ils avaient eu pendant des années et des années. Avant même la Première Guerre mondiale, ils avaient ce bon marché, ce plus bon marché du gaz. Ça veut dire, lors de la Première Guerre mondiale, en 1914 à 18, là, ils avaient déjà l'énergie russe. Et ils ont utilisé ça pour se développer. Donc, c'est en 2022, là, ils ont mis fin à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, la confiance est rompue. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Europe perd dans ça. Et dans les années à venir, l'inflation encore va augmenter. Les entreprises vont fermer sur le territoire européen. Est-ce que vous comprenez? Mais sur le long terme, je dis sur le long terme, l'Amérique va perdre. Pourquoi? Je vais démontrer. Pourquoi l'Amérique perdra sur le long terme? Sur le court terme, l'Amérique gagne. En ce moment-là, ils sont là à gagner de l'argent, ils se font de l'argent à travers le monde. Il n'y a pas de souci. Mais sur le long terme, l'Amérique va perdre. Elle va perdre pourquoi? Elle va regretter le fait d'avoir soutenu l'Ukraine. Le fait d'avoir imposé des sanctions à la Russie. Elle va regretter cela. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir soutenu l'Ukraine et coalisé avec l'Europe en vouloir détruire la Russie et en mettant la pression sur le reste du monde à ne plus coopérer avec la Russie, en confisquant les biens de la Banque centrale russe sur le territoire européen et américain, c'est-à-dire l'argent, 300 milliards de dollars russes qu'ils ont confisqués, alors cela va pousser les autres États du monde à se méfier du dollar et de l'euro. Cela va pousser le reste du monde à dire, ah, donc ceux-là, quand on met l'argent chez eux et que demain on ne s'attend pas là, ils bloquent tout, ils confisquent tout. Non, on ne va plus leur faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Et puis c'est un argument solide que les Chinois, les Russes peuvent utiliser pour ouvrir le cerveau de certains chefs d'État du monde, ceux qui ne comprennent pas. Ils vont dire, mais aujourd'hui vous êtes amis. Si vous mettez votre argent chez eux et tout,
Demain, quand ça va se gâter entre vous, là, ils vont tout bloquer, ils vont tout confisquer. Et puis, Moro Cassé, vous n'allez pas avoir ça. Vos pays vont s'appauvrir. Donc, du coup, le reste du monde va dire, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ils vont dire, mais ils ne respectent rien. Ils parlent de démocratie, mais quand ces trucs, ils bloquent, eux-mêmes, ils outrepassent leurs propres règles démocratiques. Eux, ils bloquent l'argent, les biens d'une banque centrale des pays. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce pays, ils confisquent tout. Donc vous, là, si vous pensez qu'ils ne vont pas confisquer pour vous, quelle est la garantie qui explique cela? Il n'y a aucune garantie. Donc pour éviter cela, la prochaine fois, n'utilisez plus l'euro pour faire du business international. N'utilisez plus le dollar pour faire du business international. Chacun n'a qu'à utiliser sa monnaie. C'est-à-dire, si un pays membre de l'UE veut acheter des produits chez toi, tu lui dis il n'a qu'à acheter ces produits-là avec ta propre monnaie locale. Le jour où tu veux acheter des produits chez lui, lui aussi il va te dire il faut utiliser lui sa propre monnaie. Et quand c'est comme ça, personne ne va confisquer l'argent de son ami. Est-ce que vous comprenez? Personne ne va bloquer l'argent de son ami, personne ne va encore sanctionner son ami sur le plan économique. Personne ne va interdire un autre pays de commercialiser avec un autre sous prétexte que voilà, c'est sa monnaie qui est utilisée, c'est son système bancaire qui est utilisé. Et donc, non seulement le système SWIFT qu'ils ont utilisé pour mettre la pression sur la Russie, c'est-à-dire bannir la Russie de ce système SWIFT dans le seul but de casser et de ruiner la Russie, mais ça peut arriver aux autres États. Donc, les Russes peuvent utiliser cet argument pour dire, mais si vous ne voulez pas implanter d'autres systèmes bancaires dans vos différents pays, et que vous vous basez uniquement sur le système SWIFT dans vos pays, le jour où ils prendront la décision, le jour où vous n'allez pas vous attendre, ils vous écarteront du système SWIFT. Et comme vous n'êtes pas des États forts, des États puissants, ça va ruiner et détruire vos différentes économies. Et ça sera le chaos dans vos différents pays. Mais si vous ne voulez pas voir ces genres de chaos dans le futur, acceptez d'autres systèmes de paiement internationaux dans vos différents pays. Ce qui fera que le jour où ils fermeront le système SWIFT, vous avez un autre système parallèle qui est égal au système SWIFT que vous pouvez utiliser pour faire des affaires à travers le monde. Ce qui empêchera le chaos économique dans vos différents États. Mais les États qui réfléchissent, les dirigeants qui réfléchissent, ils vont dire ce qu'il dit là c'est vrai, mais ils vont adhérer à cette idéologie. Le son est mauvais encore. Mais d'autres disent c'est très bon. Est-ce que le son est bon? Vous entendez très bien? Faites-moi signe. Est-ce que vous me recevez? Je ne comprends pas pourquoi vous dites le son, le son. Peut-être c'est chez vous. Parce que j'ai changé de truc de téléphone et tout. Vous allez me dire encore le son. Donc, c'est que c'est chez vous, c'est vos différents téléphones qui ont un problème. Voilà, d'autres disent c'est bon, d'autres disent c'est pas. Réglez vos trucs, vos téléphones. Peut-être l'erreur vient de chez vous. Donc, voilà un peu ce qui va faire que le dollar et l'euro vont perdre leur valeur. Or, c'est le dollar qui permet aux Américains de se comporter comme les gendarmes du monde, d'exercer une pression économique à travers le reste du monde. Mais ce qu'ils viennent de commettre face à la Russie, mais déjà les Chinois, ils commencent à ouvrir les yeux. Est-ce que vous comprenez? Et en dehors même des Chinois, le reste des autres pays commencent à ouvrir les yeux et dire, ah donc c'est comme ça ils se comportent. Bon, nous sommes prêts à créer d'autres systèmes monétaires pour ne plus qu'on soit sous l'emprise du dollar américain et du système de la domination. Le système de domination occidental. Est-ce que vous comprenez? Donc voici la vérité. Ce qui a poussé la Chine a dit, bon, dorénavant là, entre moi, Chinois et Russes,
on ne veut plus commercer entre Chinois et Russes, on ne veut plus utiliser l'euro ni le dollar en matière de business entre la Russie et la Chine. Donc, la Chine utilise le yuan et le rouble. La Russie utilise le yuan et le rouble. Est-ce que vous comprenez? La Chine avait le plus grand réserve du bond du dollar américain. Elle a commencé à vendre le dollar américain. Oui, elle a commencé à vendre le dollar américain parce qu'elle se dit, si je ne vends pas le dollar américain que demain, parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de provoquer la Chine à Taïwan. L'objectif là, il y a un truc monétaire, il y a un truc économique derrière. Et quand la Chine va attaquer Taïwan, et comme la Chine a une grande partie de sa réserve dans les pays occidentaux, les Américains vont profiter pour bloquer tout, geler tout. Ce sont des milliards de dollars. Et après, ils vont demander aux pays européens, envoyez tout l'argent des Chinois que vous avez confisqué chez vous, envoyez ça aux États-Unis, on va garder. Est-ce que vous comprenez? Et ça va renforcer l'économie européenne, truc américaine, ce qui va affaiblir la Chine. Donc les Chinois ont compris, ils ont fait ça aux Russes. Heureusement que les Russes, l'économie russe ne s'est pas écroulée, mais 300 milliards de dollars, c'est énorme. Même les pays africains, quand on les associe, leur budget ne valent même pas 300 milliards de trucs de dollars. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand ils veulent nous blaguer, ils disent, bon, on va vous aider, ils nous donnent 1 milliard de dollars pour au moins 52 pays. Est-ce que vous comprenez? Ou bien c'est en millions, ils nous donnent des millions de dollars pour dire, bon, c'est eux, ils nous aident. Donc, la Chine et la Russie ont rompu le dollar et l'euro dans leur commerce. L'Inde et la Russie ont banni le dollar et l'euro dans leur commerce. Est-ce que vous comprenez? L'Iran et la Russie ont banni le dollar dans leur commerce. Mais ça prend de l'ampleur. La Turquie et la Russie ont banni le dollar dans leur commerce. Et les Russes sont allés installer des banques russes en Turquie. Parce que la Russie a créé son système bancaire, a créé ses propres cartes bancaires qui ne fonctionnent pas avec le système SWIFT. Et donc, comme il y a des Russes qui vont beaucoup en Turquie, la Turquie vit aussi du tourisme. Et le tourisme russe est fort en Turquie. Et quand les Russes ils vont en Turquie, ils font beaucoup de dépenses. Donc Erdogan, il sait bel et bien que l'économie turque n'est pas trop ça. Et que si jamais il applique les sanctions occidentales, alors l'économie turque va s'écrouler et son pouvoir va chuter. Voilà pourquoi il dit non, il ne peut pas appliquer les sanctions occidentales. Parce que les Russes qui vont là-bas, ils font beaucoup de dépenses, ils achètent des bijoux, ils achètent les hôtels, les restaurants, ça marche. Et donc Erdogan, il a vu ça, il dit non, je ne peux pas prendre des décisions qui vont pousser mon économie à être ruinée. Erdogan, il fait du business avec la Russie. Le pétrole, non, le gaz va en Turquie. Non, il a vu tout ça. Donc Poutine lui a dit, comme c'est comme ça, si tu veux qu'on continue les affaires, tu veux que le gaz russe passe en Turquie. Parce que quand ça va en Turquie, la Turquie aussi prend ce gaz pour aller vendre ça aux Européens. C'est ça, les gens ne vous disent pas. Donc Poutine lui a dit, si tu veux qu'on envoie toujours le gaz en Turquie, pour que la Turquie aussi puisse prendre pour vendre aux autres pays du Moyen-Orient et même en Europe de l'Est, mais il faut accepter que la Russie implante des banques russes en Turquie. Comme ça, les Russes qui vont en Turquie, là, ils peuvent retirer de l'argent et ils peuvent faire des achats. Et donc, ce qu'Erdogan a fait, il a accepté à ce que les boutiques en Turquie qui vendent et tout puissent accepter le système bancaire russe et aussi le système bancaire européen. Bon, américain et européen, même chose. Donc les Russes qui vont là-bas, quand ils sont dans un restaurant, ils payent, leur carte bancaire marche là-bas. Donc ils peuvent s'acheter de quoi manger, ils peuvent acheter des bijoux, ils peuvent acheter des trucs, dormir dans des hôtels, construire leur villa. Puisque les riches russes ont compris que si jamais ils investissent en Occident, lorsque ça ne va pas, les Occidentaux, ils confisquent leurs biens. Leurs biens privés, hein, ce qui ne regarde même pas l'État russe. Il dit, oh,
C'est un riche russe, donc oh, ils sont même chose. Ils bloquent. Vous n'avez pas vu Kelsey Abramovich? Est-ce que Abramovich, c'est Poutine? Il avait acheté le club Kelsey pendant très longtemps. Quand il lui a arraché le club, ils ont confisqué le club. Ils ont dit non, non, toi tu es riche russe, et tout, hein, tu as des liens avec Poutine en bloc. Ceux qui avaient acheté des maisons en Europe, ils ont tout bloqué. Qui avaient de l'argent dans les comptes bancaires européens, trucs européens, ils ont tout bloqué. Et donc les Russes ont compris, ils ont dit bon, ils ne veulent plus investir. Poutine leur a dit, même si vous ne m'aimez pas là, ne prenez pas votre argent pour aller investir en Occident, parce que tôt ou tard, si ça se gâte, ils vont confisquer tout. Investissez dans votre propre pays, la Russie. Donc, il y a d'autres Russes qui s'en vont investir en Turquie. Donc, Erdogan, il profite, il est heureux. Voilà pourquoi il n'applique pas les sanctions. Parce que s'il le fait, les riches Russes, ils vont fuir. Maintenant, à Dubaï, Émirats Arabes Unis, eux aussi, ils ont décidé d'accepter le système bancaire russe. Parce que les Russes, ils vont là-bas, ils font beaucoup d'achats. Il y a les oligarques russes, les riches russes, quand ils s'en vont là-bas, ils payent même des maisons de 20 millions de dollars. Donc, le système bancaire russe est accepté maintenant aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous comprenez? Et les Émirats Arabes Unis achètent le pétrole russe pour aller le revendre. Eux-mêmes, ils ont pétrole, hein, mais la Russie leur fait le pétrole à bas prix. Et puis eux, maintenant, ils revendent ça à un prix élevé sur le truc. Donc, ça leur permet de ne pas trop utiliser leur propre pétrole qu'ils ont dans le sous-sol. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais quand ils viennent échanger avec les Russes, payer le pétrole russe, mais ils utilisent le rouble ou bien leur monnaie dirham, hein, de l'Émirat Arabe Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Américains et les Européens, en voulant faire du mal à un pays, ils ont commencé à accélérer la dédollarisation du monde et faire sauter aussi le verrou du système monétaire unique au monde, le système SWIFT. Aujourd'hui, le système SWIFT a maintenant des concurrents. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas tout. Le Brésil, quand le Brésil fait du business avec la Russie, mais ils échangent maintenant dans d'autres monnaies. La Russie dit non, je ne veux plus d'euros, je ne veux plus de trucs du dollar. Pour ne pas que les Occidentaux bloquent. Donc si vous voulez là, vous achetez le rouble et vous me payez en rouble. Moi aussi, si je veux acheter des articles au Brésil, j'achète la monnaie brésilienne. Et c'est ça, j'utilise pour acheter des trucs au Brésil. En Afrique du Sud, c'est pareil. Donc voilà comment il fonctionne maintenant. Maintenant, si tu n'as pas encore un système bancaire, un truc russe, que tu peux utiliser sur ton territoire, alors qu'est-ce que tu fais? Tu payes en or, tu prends l'or, tu calcules l'or, l'équivalent de l'or, le prix de ce que tu veux acheter, tu regardes l'or et tu donnes l'équivalence. Et puis bon, il y a échange en or et tout. Donc voilà, l'or est revenu dans le système monétaire international. Les pays africains, mais c'est la même chose, ils font, hein. Puisque c'est le franc CFA dans une grande partie de l'Afrique, et qu'ils ne peuvent pas utiliser le franc CFA et tout, c'est un peu compliqué. Donc quand ils veulent acheter des choses auprès de la Russie, c'est l'or qu'ils prennent. Ils donnent de l'or à la Russie et la Russie leur donne ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la Russie, quand elle aussi elle veut quelque chose auprès des pays africains, ils trouvent un consensus, elle donne aussi de l'or et puis ces pays africains donnent. Donc voilà comment ça se passe. Donc le dollar est en train d'être contourné. Maintenant, le système monétaire russo-chinois veut maintenant s'implanter partout. Le Brésil et l'Argentine veulent créer un système, une monnaie commune. Est-ce que vous comprenez? L'Argentine et le Brésil veulent créer une monnaie commune où cette monnaie ne sera plus basée sur le dollar, mais sera basée sur l'or. Et aussi intégrer le système monétaire russo-chinois pour commercer avec le reste du monde pour ne pas être sanctionné par l'Amérique ou l'Occident. Le Venezuela aussi veut rentrer dans la danse. Le Cuba aussi veut intégrer le système monétaire russe. Ce qui va permettre au Cuba
de faire du business avec le monde entier sans subir les sanctions américaines. Donc c'est une bonne occasion pour les Cubains. Il fallait que cette histoire d'Ukraine arrive pour que les Cubains puissent enfin voir le jour, intégrer un nouveau système monétaire avec lequel ils pourront faire du business avec le monde entier. Donc vous comprenez. Maintenant l'Arabie Saoudite vend maintenant son pétrole dans d'autres monnaies que le dollar. Or, auparavant, les Saoudiens, l'accord qui était signé entre l'Arabie Saoudite et l'Amérique, c'était lequel? C'était le premier, le premier bâtisseur de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Ben Salman. Je dis l'arrière-grand-père, le grand-père de Ben Salman. Quand ils ont découvert le pétrole, ceci, cela, les Américains l'ont pris. Eux, ils l'ont amené sur un porte-navire, un porte-avions. Et c'est sur la mer, ils lui ont fait signer certains accords. Les accords disaient quoi? Sinon que l'accord disait quoi? L'accord était simple. Comme vous venez de découvrir le pétrole dans votre nation, ils ont fait croire au grand-père de Ben Salman que les autres pays qui sont aux alentours là, je dis bien les autres pays qui sont aux alentours, vont vouloir s'accaparer de ça. Alors, ils vont créer le désordre en Arabie Saoudite. Ils vont vouloir prendre le pétrole saoudien. Donc, eux, Américains, ils se portent garant de protéger la famille Salman. Est-ce que vous comprenez? De gouverner l'Arabie Saoudite jusqu'à au moment où ils voudront quitter le pouvoir. Donc la famille royale va rester au pouvoir. Maintenant, eux, ils se tiennent garant de protéger l'intégrité territoriale saoudienne contre les envahisseurs. En retour, les Saoudiens doivent vendre leur pétrole uniquement en dollars à travers le monde. Or, il n'y avait pas assez de pétrole dans le monde. Et tout le monde voulait le pétrole. Tout le monde voulait l'or noir. Même les Américains, ils n'avaient même pas encore découvert leur pétrole. Beaucoup de pays dans le Golfe ne savaient même pas qu'ils avaient du pétrole. En Libye, même au Nigeria, ils n'avaient même pas encore découvert du pétrole. Il y avait dans quelques endroits où ils avaient découvert du pétrole, mais ce pétrole n'était pas encore énorme. Donc, du coup, l'Arabie Saoudite était au cœur de la géopolitique internationale. Tout le monde voulait le pétrole saoudien. Ce qui a fait que les Saoudiens ont accepté le deal. Et en acceptant le deal, ils ont dit, bon, nous allons uniquement vendre le pétrole en dollars. En retour, vous nous protégez contre les coups d'État au sein du royaume et contre les envahisseurs impériaux qui voudront s'accaparer du royaume saoudien. Et donc, tous les pays qui voulaient acheter du l'or, en commençant par l'Asie, les Chinois, les Japonais, tout ce que l'Inde, tout ce que vous pouvez imaginer, l'Europe et tout, eux tous, ils achetaient ça en dollars. Et puisque le dollar est une monnaie américaine, alors d'où est sorti le pétrodollar? Le nom pétrodollar, ça vient de là. Et donc, ça fait que le dollar est devenu la monnaie unique d'échange international global. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est devenu la monnaie unique du monde. Le dollar était utilisé à travers le monde pour faire des achats, pour acheter, parce que le pétrodollar a imposé ça. Et donc, du pétrodollar, le dollar s'est étendu à d'autres trucs, à d'autres ressources, c'est-à-dire le gaz et d'autres trucs produits à travers le monde. C'est comme ça les Américains sont devenus puissants. Parce que chaque échange que le reste du monde fait à travers le dollar, eux, ils ont une taxe sur ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ont un quota sur ça. Donc, du coup, ça rendait l'Amérique très riche. Ils pouvaient dépenser de l'argent comme bon leur semblait. Ils ne ressentaient même pas rien.
C'est comme ça l'Amérique s'est enrichie. C'est comme ça elle a commencé à construire une armée hyper puissante. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, pendant que les autres luttaient pour vendre leur truc, pour avoir un peu d'argent pour faire les Américains. Non seulement l'Amérique faisait maintenant rêver le monde entier à cause du dollar et les taxes qui prélevaient sur le dollar. Et ils continuent toujours à le faire. Parce que ils ont imposé maintenant leur système bancaire. Ils ont dit même pour utiliser le dollar, il faut utiliser le système SWIFT. Parce que c'est ça qui est compatible au dollar. Donc ils ont imposé le système SWIFT à travers le monde pour pousser les gens à utiliser le dollar. Et donc, même que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Antarctique, c'est le dollar et le système SWIFT. Et vous constaterez que chaque fin du mois, on vous coupe un peu d'argent sur vos comptes bancaires. On dit des tasses. Mais ces tasses-là repartent au trésor américain. Est-ce que vous comprenez? Donc, imaginons combien de personnes il y a sur la terre. Combien de personnes il y a sur la terre dans ce monde qui font des transactions. Et quand tu fais une transaction, on te coupe des tasses. Donc, ils coupent 2 fois les tasses. C'est-à-dire, chaque fin du mois, tu dois payer parce que tu es dans une banque. Et chaque transaction que tu fais, tu payes. Et si jamais tu es en découvert, tu vas encore payer. Donc, non seulement ils prélèvent triple tarif, ils prélèvent toujours triple tarif sur le compte de chaque individu. Donc, par jour, les Américains gagnent des milliards et des milliards de dollars à travers le système SWIFT. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, ça fait que des pays ne peuvent plus leur faire face. Tout le monde avait peur parce que si tu parles, ils vont dire que tu es écarté du système. Et donc, si tu es écarté du système, aucun autre pays ne peut encore faire d'affaires avec toi. Puisque pour faire du business avec toi, il faut utiliser le système américain. Voilà comment ils ont eu leur hégémonie. Donc, cet argent qu'ils gagnaient, ils ont pris ça pour mettre ça au profit de la technologie. Ce n'est pas parce que les Américains sont intelligents, mais ils recrutaient les cerveaux du monde entier. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils font. Dans chaque pays, ils repèrent les cerveaux et puis ils les recrutent pour les envoyer aux États-Unis. Ils disent, ah, viens étudier aux États-Unis. Ils te donnent bourse et tout. Dès que tu arrives là-bas, tu es fort. Ils te donnent la nationalité. Ils ne discutent même pas. Ils disent même pas que non, tu ne remplis pas les normes. Non, non. Ils te donnent la nationalité directe parce que ils savent que toi, là, tu vas leur apporter quelque chose. Et donc, demandez à plusieurs Africains, ils ont recruté beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques. Et c'est ceux-là qui travaillent pour l'Amérique, qui ont développé certaines technologies de pointe pour l'Amérique dans l'armement, pour installer des bases militaires à travers le monde, pour contrôler les États. Donc, ce qui arrive en Ukraine à cela maintenant, c'est qui leur avait permis d'être riches. Et eux, pour eux, il est hors de question. Il est hors de question de voir la Russie et la Chine détruire l'ordre mondial. C'est ça qu'ils appellent l'ordre mondial. Que la Russie et la Chine s'apprennent à l'ordre mondial. L'ordre mondial est basé sur les normes tracées par les États-Unis d'Amérique, suivies par les Européens. Est-ce que vous comprenez? Donc les autres disent non, trop c'est trop, nous on ne veut plus. On veut créer un autre système parallèle. Or, ils savent bel et bien que dans ce système parallèle, russo-chinois, si ce système intègre beaucoup de pays et que plusieurs pays commencent à utiliser ce système, mais les Chinois et les Russes vont aussi avoir des taxes. Ça va augmenter leur économie, leur budget, leur PIB. Donc, ce qui va les pousser à concurrencer directement l'économie américaine. Et donc l'Amérique ne peut plus exercer une pression farouche ou bien des sanctions sur des nations. Sinon, ils vont fuir le système américain pour intégrer le système russo-chinois. C'est ça qui leur fait peur. Et donc là, ils voient que c'est leur hégémonie qui est mise en danger dans un futur très proche. Et donc, ils sont prêts à faire, même s'ils vont rentrer en guerre, ils vont rentrer en guerre pour sauver cela. Ils sont prêts à rentrer en guerre pour en découdre avec la Russie et la Chine.
pour sauver leur système. Parce que sans ce système, l'Amérique va se désintégrer. Je dis bien sans ce système. Parce que si le dollar n'est plus la monnaie unique au monde et qu'il y a plusieurs monnaies, chaque pays maintenant fait son business dans sa propre monnaie nationale, mais les États américains, les Américains vont commencer à subir la faim, la famine. Et il va avoir un problème. Et puis tous les cerveaux qui étaient partis en Amérique, ils vont commencer à fuir pour aller dans d'autres pays. Ce qui va faire que la domination américaine va s'affaiblir. Et certains États américains vont dire non, 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 nous on ne veut plus ça. Nous on veut être indépendants. Et les États-Unis d'Amérique vont se fissurer. Ça va devenir plusieurs nouveaux États. Voilà pourquoi ils ne veulent pas du tout. Et c'est cette bataille que mène Poutine. L'enjeu entre la Russie et l'Ukraine, là, c'est un petit enjeu. Ce qui est derrière est plus vaste que le combat que mène la Russie, c'est plus grand que l'Ukraine. Ne regardez pas l'Ukraine. C'est un combat complet global que la Russie mène. Si la Russie perd, c'est fini. Je dis, si la Russie perd, ce combat, c'est fini pour le monde entier. Et bénéfique pour les Occidentaux et américains. C'est ce que vous devez savoir. Donc ceux qui ne savent pas, la Russie fait... Non, 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 non. Les Américains ont fait sciemment. C'est eux qui ont provoqué ce conflit en Ukraine. Ce sont eux qui ont provoqué le conflit en Ukraine. Parce que la Russie et la Chine avaient déjà l'ambition de créer un système parallèle au SWIFT et de dédollariser leur économie. Donc l'Amérique voulait quoi? Créer un conflit au niveau de la Chine et au niveau de la Russie pour les ruiner et mettre fin à ses ambitions. Donc qu'est-ce que l'Amérique a trouvé? L'Amérique avait trouvé bon d'utiliser l'Ukraine pour détruire la Russie. Parce qu'elle-même, elle ne peut pas intervenir en Russie militairement parlant pour dire non, on va détruire la Russie. Non, c'est risqué. Et c'est dangereux pour eux-mêmes. Leur survie. Et la survie de l'Europe. Donc ils ont compris. Ils se sont dit, bon, ces deux peuples frères, ce sont des Slaves. Nous allons faire un coup d'État. Nous allons vouloir intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Mais ils étaient conscients que la Russie n'allait pas accepter. Ils n'ont pas fait ça parce qu'il faut faire. Non, ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient provoquer la Russie, envoyer la Russie dans une guerre. Et dans cette guerre-là, eux, ils vont dire, bon, ils ne participent pas. Mais l'objectif au final, c'est de soutenir l'Ukraine de toute manière pour épuiser l'armée russe et détruire la Russie de l'intérieur. Une fois que l'économie russe aura été épuisée et que la Russie n'a plus rien, chaque ville de la Russie va revendiquer. Et puis eux maintenant ils vont envoyer des agents étrangers. Et puis chacun va revendiquer son indépendance. Comme la Tchétchénie l'avait fait dans le passé. C'était ça leur objectif, leur ambition. Et dénucléariser la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont provoqué le coup d'État. Ils ont soutenu des fascistes. Des gens qui étaient des anti-russes. Mais ce sont des gens qui jouent un petit rôle. Et la Russie avait compris ça. Et s'est accaparée de la Crimée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Malgré les accords de Minsk 1 et 2, l'ONU a certifié ces accords. Mais les Américains, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont empêché les autres nations de mettre leur droit de veto. Et ils ont coordonné les opérations avec les États européens pour dire, bon, acceptons que l'ONU valide. L'objectif, c'est de permettre à l'OTAN de gagner du temps, former l'armée ukrainienne, envoyer des armes de toutes sortes, et après pousser l'Ukraine à provoquer un conflit contre la Russie. Comme ça, l'armée ukrainienne est prête. Et nous allons maintenant, à partir de là, soutenir l'Ukraine. Comme la Russie n'a pas une économie forte, pendant qu'ils se battent, nous allons sanctionner l'économie russe, détruire l'économie russe, l'empêcher de fabriquer des armes et pousser l'Ukraine à prendre le dessus sur la Russie
écrit l'histoire que l'Ukraine a battu la Russie militairement et la Russie va se désintégrer. Est-ce que vous comprenez la logique? Et donc, c'est sur ce plan ils sont partis. Et ils étaient confiants. Ils étaient sûrs que leur coup allait marcher. Parce que pour eux, sans l'énergie russe, sans le gaz et le pétrole russe, l'économie russe se fragilise. La Russie tombe, car son économie serait basée sur les hydrocarbures. Voici. Et en écartant la Russie du système SWIFT, ça allait empêcher la Russie de commercer avec le reste du monde. Donc, c'était un isolement total. Ça allait rendre la Russie un état paria qui n'allait plus commercer avec le reste du monde. Donc, la chute non seulement de Poutine, mettre une marionnette au sommet de la Russie. Et voilà pourquoi, avant que cela n'arrive, ils avaient déjà un pion appelé Navalny. Donc, ils utilisaient Navalny, qui était un atlantiste. Est-ce que vous comprenez? Et une fois qu'un tel individu allait prendre le pouvoir en Russie, alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Les autres régions allaient revendiquer leur indépendance. Et cet individu allait dire, oui, je suis d'accord, je vous donne votre indépendance, je vous donne votre indépendance. L'objectif de cet individu, c'était de désintégrer la Russie. Et donc, ils ont formé l'armée ukrainienne, ils ont donné toutes sortes d'armes. Et les Occidentaux savaient que si Kiev attaquait l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire les deux régions, Lugansk et Donbass, et Donetsk, la Russie allait intervenir. Donc voilà pourquoi vers fin 2021, est-ce que vous comprenez, entre novembre et décembre 2021, la Russie a essayé d'activer une diplomatie pour résoudre le problème du Donbass et la sécurité européenne globale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accepté. Les Européens ont rejeté la Russie. Ils ont dit on n'en a rien à foutre de la Russie. Chaque État est libre d'intégrer chaque mouvement ou bien chaque organisation. Et ils ont demandé à Kiev de multiplier les attaques sur les deux républiques, Lugansk et Donetsk. Et donc les attaques se multipliaient, les bombardements se multipliaient. Et l'Occident ne voulait pas prendre en compte ce que la Russie disait. Alors, Poutine était dans l'obligation d'intervenir parce que personne ne voulait plus l'écouter. Les accords de Minsk n'étaient plus respectés. Kiev bombardait, multipliait les bombardements. L'Ouest rejetait ce que Poutine demandait comme pour parler pour une garantie de sécurité. Il ne voulait pas l'écouter. Alors, il était obligé d'intervenir en Ukraine. Et même l'OTAN était déjà installé en Ukraine. Puisqu'ils ont envoyé plusieurs conseillers militaires. Vers les derniers moments, vous n'avez pas vu les avions qui défilaient à Kiev pour envoyer des armes et tout. Donc, ils étaient conscients. S'ils voulaient empêcher la guerre, non seulement ils n'allaient pas armer Kiev, ils allaient envoyer des diplomates en Russie pour parler de paix et trouver un consensus. Non, 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 ils ont rejeté tout. Au contraire, au lieu de parler de diplomatie, ils envoyaient des armes. Les Boris Johnson, ils étaient chauds à défiler à Kiev. Les Justin Trudeau, ils étaient chauds, on va soutenir. Ils amenaient, au lieu d'amener des diplomates, ils amenaient des conseillers militaires. Est-ce que vous comprenez? Les Polonais étaient agités. Et c'est comme ça, cela s'est passé. Donc c'est une attaque préventive. C'est une opération militaire spéciale préventive pour empêcher l'OTAN de créer des vraies bases militaires. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui est arrivé. Donc ce qui se passe, n'imputez pas ça uniquement à la Russie. Dites plutôt que l'Occident aussi a sa part de responsabilité. Mais les sanctions qui ont été imposées à la Russie, c'était des sanctions qui étaient déjà préparées en amont. Vous n'avez pas vu de la manière c'est tombé vite. Et quand Joe Biden disait que si jamais la Russie traverse les frontières, la Russie va subir ce qu'elle n'a jamais vu. Ils vont ramener la Russie comme un état du XVIIIe siècle. Mais il parlait de quoi? C'était des trucs, des actions qui étaient déjà coordonnées. Les sanctions étaient déjà listées. Donc ils avaient déjà mis ça sur une liste. Et ce qu'ils attendaient, c'était l'intervention de la Russie. Et donc il fallait provoquer la Russie pour intervenir. Et donc, c'était un piège pour les Occidentaux qui tendaient à la Russie, afin de détruire la Russie totalement. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Poutine est parti.
Mais de l'autre côté de la Russie, Poutine n'est pas resté les bras ballants parce qu'il avait aussi des informations. Donc lui, de son côté aussi, il s'était préparé. Il s'était préparé. Mais ce qu'il n'avait pas préparé, il ne s'attendait pas à ce que l'Occident confisque ces 300 milliards. Il pensait que la confrontation allait se passer entre la Russie et l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Il n'avait pas prévu que l'Occident allait s'impliquer là-dedans. Donc Poutine, lui, il avait déjà préparé une confrontation directe entre les Russes, entre la Russie et l'Amérique. C'est cette confrontation qu'il attendait. Donc les menaces de Joe Biden, il n'avait rien à foutre parce qu'il était préparé. Mais il a été surpris de voir l'Occident s'impliquer là-dedans et suivre les ordres de Washington. C'est ce qui a surpris Poutine. Mais ça, il a vite rattrapé ça. Il a rectifié ça. Et donc, quand ils ont commencé à prendre des décisions, des sanctions contre la Russie, c'est le premier État le plus sanctionné au monde, actuellement où je vous parle. La Russie est le premier État le plus sanctionné au monde. Donc, ils pensaient que, comme ils ont l'habitude de le dire, l'économie russe, le PIB russe équivaut à celui de l'Italie ou de l'Espagne. Donc, ils pensaient que la Russie n'avait pas une économie résiliente. Et que l'économie russe allait s'effondrer vite. Poutine allait tomber. Les Russes n'allaient pas soutenir le pouvoir de Poutine. Et ils allaient faire régime change en Russie, mettre une marionnette et obtenir ce qu'ils voulaient. Désintégrer la Russie, dénucléariser la Russie. Et aucun État n'allait plus encore se mesurer à eux. Et suite à la Russie, ils allaient maintenant se porter sur la Chine. Se mesurer à la Chine. Et quand ils allaient finir la Chine, ils allaient maintenant déclencher une guerre contre la Corée du Nord pour pousser la Corée du Sud à envahir toute la Corée pour soi-disant donner une démocratie à la Corée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce qu'ils avaient préparé. Mais leur calcul a été un faux calcul. Les sanctions qu'ils ont émises contre la Russie, ces mêmes sanctions se sont retournées contre eux. Et ils ont été surpris de voir l'économie russe être une économie très résiliente. Ils ont été surpris de voir la Russie amortir les sanctions, ne pas voir l'économie russe s'écrouler, ne pas voir le peuple russe s'éloigner de Poutine, mais au contraire, le peuple se met autour de Poutine. Donc ils ont été surpris, ils disent, mais quel est ce pays? Donc tout le temps, ils font des trucs pour voir comment le peuple russe pense. On dit non, il y a 83% de la population russe qui soutient Poutine. Mais comment ça? Mais cela, non, c'est la propagande, on leur a fait lavage de cerveau. Eux, ils pensaient que le peuple russe allait renverser Poutine. Donc ils ont dit non, il est malade. Cette propagande de maladie, c'était aussi pour pousser le peuple à dire, votre président, il est malade, changez-le. Il est malade, il n'est plus normal. Donc c'était une aussi manière de le dénigrer pour que le peuple russe puisse dire, mais on a un président malade, donc les Occidentaux ont des informations que nous n'en avons pas, alors nous allons le chasser. Ils ont tout fait, mais rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils filment une maison, on dit, oh, c'est maison de Poutine. Il paraît que il a tel nombre de milliards dans son compte bancaire, dans les paradis fiscaux, dans les trucs offshore, oui, dans les paradis fiscaux, il a mis l'argent dedans. Et qui serait le plus riche au monde. Mais vous savez où il y a son argent, pourquoi vous ne bloquez pas? Puisque votre objectif là, c'est ça ne vous a pas dérangé de bloquer l'argent des autres Russes. Maintenant, vous savez où Poutine a mis son argent. Et votre objectif, c'est de le nuire. Pourquoi vous ne confisquez pas son argent? Ce sont des mensonges. L'objectif, c'est de dire aux Russes, mais vous souffrez, voilà, votre président, il a mis au moins 200, 400 milliards de dollars à l'étranger et tout. Mais ça encore, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils filment une maison. Ils disent, c'est une maison qui a été construite sur une superficie de trucs. Combien de trucs kilomètres carrés ou bien hectares là? Donc, ils ont filmé ça, c'est un truc, on parlait de Poutine, ceci, cela. Oui, ils ont montré la salle de bain,
On dit, c'est ici, Poutine se lave, voici sa table à manger, ah, il y a l'eau partout. Tout ça, c'est pour pousser les Russes, pour dire, ah, donc nous souffrons. Et puis Poutine, lui, il met dans sa maison, salle de bain, il met l'eau partout et tout. Mais ça n'a pas marché. Donc, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en Ukraine, eux-mêmes. Ils voyaient que non, ce qu'ils pensaient avec le soutien massif de l'Ukraine, avec même des mercenaires qu'ils envoient, tout ce qu'ils font, les armes qu'ils donnent, ah, ça fait un an que la Russie est sur pied. La Russie n'a même pas encore envoyé ses propres forces, son armée régulière. Mais ce sont des conscrits et des trucs démobilisés qui sont sur le front avec ceux de la République du Donetsk et du Donbass. Et aussi les forces de Wagner qui sont sur le terrain. Donc l'Occident fait tout, elle voit que c'est pas ça. L'armée russe gagne, au contraire, gagne du terrain. Donc ils ne savent plus quoi faire. Eux maintenant, le piège qu'ils avaient tendu à Moscou, ils tombent dans leur propre piège. Au contraire, la Russie, cela a profité à la Russie de gagner d'autres territoires pour augmenter la superficie de la Russie. Elle perd des hommes, oui. Elle a perdu beaucoup de matériel de guerre. Mais les territoires qu'elle récupère là, demain là, tout ce qui est ressources humaines, parce qu'il y a des hommes. Donc les gens qui meurent sur le terrain ukrainien, là, les militaires qui meurent et tout, la Russie bénéficie. Puisque chaque ville que la Russie prend, s'il n'y a personne du tout, au moins, il peut avoir 15 000 hommes, 15 000 habitants. Mais la partie où les Ukrainiens, même en fuyant, il y a eu 2 500 000 Ukrainiens qui ont fui pour rentrer au sein de la Fédération de Russie. Sans compter même ceux qui sont implantés dans les territoires que la Russie occupe. Donc, la Russie n'a pas encore perdu 2 millions de soldats sur le territoire ukrainien. Donc, quand vous regardez, c'est la Russie qui gagne. Les militaires qui meurent là, en retour, là, il y a eu 2 500 000 Ukrainiens qui sont rentrés déjà en Russie. Maintenant, sur le territoire du Donbass, il y a encore des Ukrainiens qui, eux, ils obtiennent les passeports russes. Et les enfants ukrainiens là, qui eux, ils vont obtenir les passeports russes, ils vont étudier la langue russe et tout, la Russie bénéficie. Même si la Russie perdait 1 million de soldats sur le territoire, dans cette histoire d'affrontement, en retour, là, elle aura gagné au moins 5 millions de citoyens. De plus. Donc, elle va perdre au moins 1 million de soldats. En retour, elle va gagner 5 millions de population. Donc, la Russie, en matière de ressources humaines, ne paie pas. Parce que les jeunes Ukrainiens et tout, tous ceux qui vont, demain, là, ils vont devenir encore militaires. Les hommes et les femmes, ils vont accoucher, ils vont se multiplier. Donc, ne vous inquiétez pas, la Russie n'est pas là de peupler. Elle est là même, se peupler. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, en matière de ressources, tout l'argent que la Russie dépense et tout là, demain là, ces terres qui sont occupées là, c'est la partie la plus riche de l'Ukraine, le Donbass. La terre là-bas, c'est très fertile. C'est une terre qui est très fertile. Donc, les Russes vont planter du blé. Ils vont planter du blé. Il y a du sel. Il y a le charbon. Il y a certains minéraux. Des terres rares qui sont là-bas. Que convoitent les Occidentaux. Donc, les Russes vont prendre tout ça. Ils vont revendre. Et ils vont rembourser leur argent. Il y a des ports qui vont leur servir d'améliorer leur marine. Le port de Mariupol. Mais auparavant, là, c'est là-bas la Russie construisait ses navires, les porte-avions. Non, pas un porte-avions. Non, c'est le port d'Odessa et de Nikolaev. C'est là-bas l'Union soviétique construisait ses porte-avions. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas l'Union soviétique construisait ses porte-avions. Maintenant, le port de Mariupol, la Russie construisait les plus gros sous-marins au monde. Donc, vous comprenez que ces ports que la Russie s'est accaparée de ça sont des ports très très stratégiques
Et il y a aussi le port de Kherson, qui est aussi un endroit stratégique où la Russie demain peut construire des navires de guerre. Et donc vous comprenez qu'il y a un enjeu global. Donc non seulement les Occidentaux ont voulu piéger la Russie, mais c'est la Russie qui va sortir gagnante. C'est la Russie qui va sortir victorieuse. C'est la Russie qui va élargir son territoire. Ça grandit encore. Et l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Il aura un consensus où l'Ukraine décidera de rester un État neutre, qui ne va pas appartenir à l'UE, qui ne va pas être dans l'OTAN. Et la Russie va rester là à occuper le reste. Ou bien, si la Russie n'occupe pas le reste de l'Ukraine, le consensus qui va être trouvé va être un État indépendant qui ne va pas faire partie de l'Ukraine, qui ne va pas faire partie de la Russie. Et puis une zone de démilitarisation. Et ça finit. Et l'autre partie de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass et les autres 4 régions, les autres régions qui au total forment 4 régions. Devenir un seul État qui va avoir un président, et ceux-là, ils vont être plutôt du côté russe. Même s'ils sont indépendants, mais ils seront dirigés par la Russie. Et la Russie va refuser que l'Ukraine fasse partie des trucs de l'UE. Et donc, dans tout ça, qui perd? Qui va perdre? Et ça, non seulement cet affrontement va permettre à la Russie de voir ses faiblesses et ses atouts. Et cet affrontement va permettre à la Russie d'avancer et ne plus se baser sur les matériels soviétiques. Parce que tous les matériels soviétiques vont être liquidés en Ukraine. Maintenant, la Russie, voulant toujours être une superpuissance, sera dans l'obligation de fabriquer d'autres nouvelles armes, d'autres chars de guerre, des missiles et multiplier les avions. Ce qui va permettre à la Russie non seulement d'avoir de l'expérience en matière de guerre, mais concevoir des nouvelles armes de nouvelle génération. Ce qui va permettre à la Russie d'être encore plus puissante. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu l'analyse globale. Histoire de la Géorgie, je vais revenir sur ça un autre jour. Mais pour le moment, ce n'est pas la Géorgie. Donc vous comprenez? Pour finir là, l'Occident va devenir faible. D'autres monnaies vont émerger. D'autres systèmes monétaires vont émerger. Les pays du monde vont utiliser d'autres monnaies en dehors du dollar. Et l'Amérique va s'affaiblir. Ce sont les conséquences à long terme. La Chine va connaître sa vraie place. Déjà, l'Amérique s'affaiblit déjà au Moyen-Orient. Puisque l'Arabie Saoudite, même si maintenant des accords sans demander l'aval du truc des Américains, l'Arabie Saoudite se réconcilie avec l'Iran. La Chine joue un truc, puisque l'Arabie Saoudite veut intégrer les BRICS. Et la Chine a dit, pour intégrer les BRICS, puisque l'Iran aussi veut intégrer les BRICS, l'Arabie Saoudite, l'Iran a déjà été accepté. Non, l'Iran n'est pas encore accepté officiellement, fait partie d'un autre bloc, OSC, quoi là. Mais l'Iran veut aussi faire partie des BRICS. Donc, ils ont déjà accepté au moins à 80% la candidature de l'Iran. Donc, ils ont dit, bon, avant d'y entrer, réconciliez-vous d'abord. Réconciliez-vous d'abord. Donc, les Saoudiens ont dit, cela ne nous gêne pas. Les Iraniens disent, cela ne nous gêne pas. Et donc, ils se sont réconciliés la fois passée en Chine. Ils ont fait la réconciliation. Faut plus il va y avoir des tensions, ils n'ont qu'à coopérer. Donc, leurs ambassades vont s'ouvrir. Donc, il y aura un ambassadeur saoudien en Iran, un ambassadeur iranien en Arabie Saoudite. Or, les Américains, ils voulaient utiliser l'Arabie Saoudite pour faire la guerre contre l'Iran. Parce que Israël qui menace l'Iran. Comme quoi l'Iran fabrique des armes nucléaires. Israël, pour aller bombarder l'Iran, allait être obligé d'utiliser l'espace aérien saoudien pour faire des frappes sur l'Iran. Et faire de l'Arabie Saoudite sa base arrière. Parce que ces avions ne peuvent pas survoler pour aller en Israël, pour charger en missiles et tout, et revenir. Donc ils allaient envoyer beaucoup de stocks de missiles
en Arabie Saoudite, et de là, ils allaient décoller, frapper l'Iran et tout. Et si l'Iran ripostait, c'est ce qu'ils voulaient créer en fait. Si l'Iran ripostait sur l'Arabie Saoudite, les Saoudiens aussi allaient rentrer aussi dans la danse. Donc, ça allait pousser. Les Israéliens allaient pousser non seulement les Saoudiens à rentrer en guerre contre l'Iran, eux aussi ils allaient être dans la danse, et les Américains. Donc, ils espéraient gagner facilement comme ça. Mais le fait de voir l'Iran et l'Arabie Saoudite se réconcilier, ça veut dire l'Arabie Saoudite, on ne peut plus accepter que Israël fasse de son pays une base arrière pour combattre l'Iran. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la logique simple. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la logique simple. Et comme l'Iran et la Russie se rapprochent, donc l'Arabie Saoudite peut dire, bon, on va faire de l'Azerbaïdjan une base arrière pour combattre un truc. Mais la Russie va faire comprendre à l'Azerbaïdjan, si tu provoques une guerre contre l'Iran, alors la Russie ne t'apportera pas d'assistance militaire. Fais très attention. Et donc, je ne veux pas voir d'Israël qui va venir sur ton sol pour provoquer une guerre qui va menacer l'intégrité territoriale de la Russie. Dans ce cas, la Russie sera dans l'obligation d'intervenir et tout pour mettre de l'ordre au sein d'Azerbaïdjan. Et donc, le président Aliyev azerbaïdjanais, il comprend bien les enjeux, il ne va pas accepter qu'il y ait des missiles balistiques qui vont menacer l'Arménie, menacer le territoire russe, parce que ça peut rater le territoire azerbaïdjanais, ça peut frapper le territoire russe. Donc la Russie va faire comprendre clairement à l'Azerbaïdjan pour dire non, 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 je ne veux pas voir ton pays être un lieu où un autre pays va utiliser ton pays pour détruire mon allié. Et donc, Israël n'aura plus autre moyen. L'Irak ne va pas accepter que son territoire soit une base arrière d'Israël. Donc, ça va être une mission très très compliquée. Ce qui va pousser Israël, si elle veut mener ses actions, elle sera dans l'obligation de quitter l'Israël, survoler l'Irak et aller frapper en Iran, revenir, survoler l'Irak et partir en Israël. C'est une mission très longue. Ça va compliquer la tâche. Est-ce que vous comprenez? Donc ça change les cartes dans la région. Ça change tout. Et le dollar n'est plus la seule monnaie utilisée dans le Golfe. Il y a maintenant d'autres monnaies qui s'affirment. Donc les Saoudiens, ils utilisent leur dirham pour faire des achats. Les Chinois utilisent le yuan pour faire des achats. Les Saoudiens. Et donc c'est comme ça. Auparavant, c'était le dollar uniquement. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le dollar uniquement. Donc les Américains perdent pied. Et ça, ce rapprochement, ça va mettre fin à la guerre du Yémen. Puisque l'Iran soutient le Yémen. L'Iran soutient le Yémen. Et l'Arabie Saoudite. Donc pour s'attendre, ils vont trouver un consensus entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce qui va permettre aux Yéménites de souffler le souffle. Et ils vont essayer de trouver un consensus pour reconstruire le Yémen. Donc voici un peu les enjeux. Donc le Yémen va retrouver la paix. L'Arabie Saoudite va s'attendre à l'Iran. L'Iran va intégrer les BRICS. L'Arabie Saoudite va intégrer les BRICS. Et le Mexique, j'ai appris que le Mexique a apporté sa candidature pour entrer dans les BRICS. Le Mexique qui fait frontière les États-Unis d'Amérique, eux aussi, les Mexicains veulent faire partie des BRICS. Est-ce que vous comprenez? En dehors du Mexique, il y a le Venezuela aussi, qui dit qu'il veut aussi faire partie des BRICS. Il y a aussi il y a la Turquie aussi qui veut faire partie des BRICS. L'Algérie aussi. Mais les BRICS aussi, leur PIB dépasse maintenant pour le G7. Est-ce que vous le savez? Le G7, on dit les 7 pays les plus industrialisés du monde, du n'importe quoi. Où il y a le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres pays. Mais hier, il y a eu une étude qui a comparé le PIB du G7 et le PIB des BRICS. Le PIB des BRICS est au-dessus du PIB des trucs du G7. Donc vous comprenez, les BRICS, ce n'est pas des petits pays. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a comment on appelle ça, il y a l'Afrique du Sud.
Imaginons les Saoudiens s'ajoutent sur ça. Ah, mais vous comprenez pourquoi la haine des Occidentaux. Donc les BRICS aussi, c'est un autre pôle. Où des pays peuvent faire un truc. Donc des pays peuvent faire du business uniquement avec ces pays qui vont faire partie des BRICS. Et ne plus dépendre même de l'Occident. Couper même tout lien à l'Occident. Et puis cela ne dérangerait pas ces pays-là. Même le Nigeria veut faire partie. Donc, les BRICS, il y a des candidats. Et puis, les BRICS n'ont pas besoin de faire des guerres pour adhérer des pays au sein de leur mouvement. Or, dans l'histoire de l'Union européenne, c'est une histoire de guerre, c'est pas la force. On dit qu'ils provoquent des révolutions et puis après, adhérer, ils obligent des pays à adhérer. Mais là-bas, dans les BRICS, eux-mêmes, ils ne provoquent pas de révolution. C'est chaque pays qui dit je veux adhérer. Et l'Argentine aussi veut aussi adhérer. Donc vous comprenez que la chasse même gardée des États-Unis d'Amérique, l'Amérique latine, il y a des pays maintenant qui commencent à sortir de leur tanière, qui disent non, nous là, on veut. Donc Venezuela, l'Argentine et le Mexique. L'Afrique du Sud a fait déjà truc, le Brésil a déjà fait partie. Donc vous comprenez? Voilà ce qui énerve les Américains. Si ces pays rentrent là-dedans, ces pays ont leur système bancaire, leur système monétaire, l'Amérique va leur dire quoi? On pose des sanctions, ils vont dire bon, on n'en a rien à foutre, nous on va faire business avec le reste du monde. Donc c'est ce qui agace les Américains. C'est ce qui les énerve. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je vous remercie, on est ensemble. Ciao.